Bonjour Maurice Lévy. Bonjour. Merci beaucoup de nous recevoir aujourd'hui depuis le premier sommet de l'engagement que vous présidez à l'OCDE à Paris. Vous êtes bien sûr le président du conseil du groupe Publicis aussi. Le dictionnaire Larousse définit l'engagement par l'acte par lequel on s'engage à accomplir quelque chose, une promesse, une convention ou un contrat par lequel on se lie. Quelle est votre définition à vous, Maurice Lévy, de l'engagement ? L'engagement, c'est ce qui rend la vie un peu plus intéressante. Autrement, on a une vie qui est un peu nulle, c'est-à-dire on est un peu égoïste, on travaille pour soi, pour les siens, et si on ne s'engage pas pour les autres, donc l'engagement c'est en faveur de quelque chose, en faveur des autres, et je pense que c'est le sel de la vie, c'est la chose la plus intéressante. Autrement, c'est une vie un peu fade, qui manque non seulement de saveur, mais qui manque surtout de ce qui fait qu'on est utile sur Terre. D'altruisme peut-être ? Il y a une part d'altruisme, mais il y a aussi dans l'engagement une part d'égoïsme, parce que en rendant service aux autres, en s'engageant pour les autres, on se fait plaisir. Ça fait partie des choses qui font que tout d'un coup on est un peu utile. Et je crois que cette utilité rend les choses un peu plus intéressantes pour soi-même, mais bien sûr pour les autres. Donc une journée aujourd'hui qui s'annonce utile. Au programme, l'environnement, le numérique, l'inclusion, l'impact et l'intelligence artificielle. Quel est l'objectif premier de ce sommet? Et parmi tous ces sujets que je viens d'évoquer, est-ce qu'il y en a un qui est au-dessus de la pile? Pour moi, l'objectif principal, c'est de faire en sorte que les gens se mobilisent pour l'engagement. C'est de faire en sorte que, au terme de cette journée, les gens se disent « je peux faire quelque chose. Je peux faire quelque chose pour les autres, je peux faire quelque chose pour la planète ». On sait que le changement climatique est une chose extrêmement difficile, qui provoque non seulement des changements énormes sur la nature, la vie des gens, etc., mais aussi sur sa propre vie. Parce qu'il ne peut pas y avoir de résolution du problème sans qu'il y ait des sacrifices à faire. Alors, c'est facile de le dire quand on est au crépuscule de sa vie, c'est beaucoup plus difficile à dire quand on est à l'orée de sa vie, quand on est en train de commencer quelque chose. Et s'il faut commencer par sacrifier, c'est très difficile. C'est donc quelque chose de dur, et s'engager pour que la vie soit meilleure demain, pour que la vie des enfants et des petits-enfants soit meilleure que celle que nous avons pu connaître, et surtout que l'avenir que nous leur avons préparé, parce que si la planète est dans cet état, le premier responsable, c'est l'homme. C'est lui qui a détruit la nature, c'est lui qui continue à la détruire. Donc comment est-ce qu'on fait pour améliorer les choses? Et on sait que c'est très difficile. Il suffit de voir ce qui s'est passé récemment avec les inondations, ou ce qui se passe tous les jours pour les agriculteurs. On leur demande des efforts et on se rend bien compte que ça rend leur vie quasi impossible. Et à côté de ça, il y a toutes les difficultés de la Terre. Donc que tous ensemble nous fassions un petit quelque chose pour rendre cette vie meilleure, ça me paraît une chose non seulement indispensable, mais valorisante pour chacun. Et quels sont, selon vous, les outils qu'on a à portée de main aujourd'hui pour nous aider justement à faire ces sacrifices? Est-ce que, je pense bien sûr à l'intelligence artificielle, est-ce qu'elle en fait partie? Alors, il y a, à mon avis, 3 outils. Le premier, c'est l'intelligence humaine. Et c'est très important. Le deuxième, c'est la volonté humaine. Et je place en 3e lieu l'intelligence artificielle. Parce que l'intelligence artificielle permet de faire énormément de choses. Alors, elle permet déjà de faire des innovations qui vont permettre de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Elle permet de rendre la vie plus facile pour les handicapés. Elle permet de traiter un certain nombre de sujets pour les personnes les plus fragiles. Elle permet d'inventer des façons beaucoup plus rapides d'innover. Elle permet de résoudre des problèmes de santé. Et donc, l'intelligence artificielle, c'est un adjuvant, c'est un accélérateur, c'est quelque chose qui
permet à l'homme d'aller plus vite, de faire mieux avec moins. Et c'est ça qui est très important, parce que dans le monde de demain, il faudra faire beaucoup, beaucoup, beaucoup plus avec beaucoup, beaucoup, beaucoup moins. Donc tout ce que vous venez d'évoquer là, ce sont les valeurs ajoutées de l'intelligence artificielle, les opportunités, j'ai envie de dire. Mais l'année dernière, quand vous étiez venu dans Hebdocom, dans mon émission, vous nous disiez que l'intelligence artificielle apportait avec elle des risques sur l'emploi, sur l'éducation et sur justement le rôle de l'individu dans l'avenir. Vous ne pensez qu'il n'y a plus de risques? Alors, bien sûr qu'il y a des risques, évidemment. Et ces risques que j'ai énoncés restent entiers. Ils sont considérables. L'intelligence artificielle a fait des progrès énormes ces derniers temps. C'est impressionnant de voir à quelle vitesse elle a réussi à créer des choses nouvelles. Mais en même temps, elle porte en elle plusieurs risques. Le premier, c'est le risque énergétique. Le fait qu'elle consomme énormément d'énergie pour pouvoir résoudre des problèmes. Le deuxième, bien sûr, c'est que comme elle va beaucoup plus vite, elle produit de la productivité, elle produit ce qu'on appelle aussi de l'efficience, c'est-à-dire baisse des coûts, ce qui veut dire en même temps des risques de suppression d'emplois. Il faut qu'en contrepartie, elle permette de créer des emplois plus qualifiés, plus intéressants. Sur l'éducation, c'est la même chose. Elle présente des risques, mais elle présente aussi des avantages considérables. Et c'est donc à nous, les humains, de faire en sorte que l'intelligence artificielle soit bien utilisée pour le bien humain. Donc, toute la question en fait se pose, si je vous écoute, sur la balance bénéfice-risque de cette IA. Parce que quand on entend à Davos, le fondateur d'OpenAI, Sam Altman, qui alerte d'une façon très impressionnante finalement, qui perturbe un peu tout cela, c'est à quel moment on balance entre... Oui. Où est-ce qu'on met le point d'équilibre, le curseur et là, ce qu'elle nous apporte en termes de productivité et ce qu'elle consomme et ce qu'elle émet en... Oui, mais c'est là où l'intelligence humaine doit servir non pas de repère, mais de point de décision. C'est grâce à notre capacité à bien comprendre et bien appréhender tous les problèmes que nous pouvons, à ce moment-là, faire un bon usage de l'intelligence artificielle. Vous savez, l'intelligence artificielle, c'est comme beaucoup d'outils. C'est le pire et le meilleur. Et on peut faire de l'intelligence artificielle le meilleur des outils qui va aider l'humain à faire mieux, ou on peut faire le pire des outils. Et moi, je suis un optimiste de fer. Et je pense que l'homme sait toujours choisir le bon. Alors bien sûr, il y en a certains qui choisissent le mauvais côté des choses, la mauvaise utilisation des innovations. Mais je sais qu'au fond de lui, l'homme est plutôt bon. Quand je dis l'homme, c'est au sens générique, vous l'avez compris. Chez Publicis, comment est-ce que vous voyez ces valeurs-là de l'engagement? Est-ce qu'il y a réellement une transformation de la pub vers cette quête de sens? Parce que j'ai pu interviewer des grandes personnes de la publicité dans Hebdocom qui me disaient que finalement le sens était là depuis toujours. Et c'est pas nouveau en fait. C'est loin d'être nouveau. D'abord, il y a le comportement de l'entreprise et les valeurs de l'entreprise. Depuis la création de Publicis et son fondateur, Marcel Boussaint-Blanchet, l'entreprise a des valeurs extrêmement fortes de responsabilité, de respect, d'équilibre entre ce qui est bien pour l'entreprise et ce qui est bien pour l'humanité, de respect des consommateurs. Donc une position extrêmement forte. Et puis quant à la quête de sens, après la période de consumérisme un peu effrénée que nous avons connue, la société s'est tournée vers une quête de sens plus profond et un meilleur équilibre de la consommation. Publicis, ça fait partie des grandes entreprises de communication qui ont aidé à transformer le message, à faire en sorte que le message soit plus profond, plus responsable et que surtout nous évitions
et ce qu'on appelle le greenwashing, c'est-à-dire le fait d'utiliser des prétextes pour communiquer et de ne pas respecter la réalité des choses. Nous, à Publicis, nous avons toujours eu cette responsabilité, cet esprit de responsabilité qui fait que nous nous sentons responsables de ce que nous disons, de ce que nous disons aux consommateurs, même si nous portons un message qui n'est pas le nôtre, mais celui de l'entreprise. Et comme vous dites, là, le greenwashing, comment on fait pour dissocier la sincérité du greenwashing quand on voit dans les campagnes de pub de communication des storytelling qui tournent autour de l'inclusion, de la diversité? Comment on sait que c'est pas que de la com, justement? Mais on le sait parce qu'on travaille avec une entreprise, et quand on travaille avec une entreprise, on sait si elle est sincère ou si elle ne l'est pas. Et il nous appartient à nous de dire, attendez, là, vous franchissez une barrière qu'il ne faut pas. Parce que ça se retourne contre l'émetteur. Quand un émetteur va un peu trop loin et quand il raconte des choses qui ne sont pas vraies, le citoyen, le consommateur, la consommatrice s'en rend compte et le boomerang repart beaucoup plus fort et beaucoup plus violent et l'entreprise se trouve fortement pénalisée. Donc il est de l'intérêt de l'entreprise d'être très responsable et notre mission à nous, c'est de lui dire attention, là vous allez trop loin. Les chiffres de la publicité numérique sont tombés cette semaine et va dépasser 10 milliards d'euros de revenus cette année, soit 2/3 du marché total, donc 2 fois plus que la publicité captée par les médias traditionnels. L'engagement, c'est aussi ça, c'est aussi le soutien pour les agences de pub, c'est citoyen de financer l'information et soutenir les médias traditionnels plutôt que de soutenir des plateformes comme Amazon, etc. Quels seront les relais de croissance de demain pour les médias traditionnels? Alors, cette tendance, nous la connaissons depuis très longtemps. Je veux dire que malheureusement, ou heureusement, mais la transformation, c'est ce qui accompagne la vie des gens. Chaque innovation amène des choses nouvelles. Je veux dire, quand la télévision s'est développée et s'est ouverte à la publicité, bon, ça a élargi le marché, mais en même temps, ça a rétréci celui des autres médias traditionnels. Et de ce fait, quand on assiste au développement du numérique, il y a beaucoup de plateformes audiovisuelles qui en bénéficient, et il y a la presse écrite qui, à un moment donné, a énormément souffert, et qui maintenant s'adapte plutôt bien. Donc, comme toujours, il y a ceux qui réussissent à s'adapter, ceux qui le font moins bien. Et on se retrouve aujourd'hui avec un foisonnement d'offres de la publicité numérique et nous devons veiller à plusieurs choses. La première, c'est la vie privée des gens. Et ça, c'est une responsabilité très importante, non seulement des plateformes, mais aussi de nous, publicitaires. La deuxième, c'est de faire en sorte qu'il n'y ait pas de déperdition. La troisième, c'est un équilibre entre les différents médias. Et là, on est obligé de tenir compte d'une chose par-dessus tout, c'est l'intérêt de notre client. Nous ne sommes pas là, malheureusement ou heureusement, pour faire ce qui nous plaît. Nous sommes là pour faire ce qui est bien pour le client. Mais vous avez cette responsabilité de soutenir le financement de l'information, non? La publicité, en général, le fait. Elle finance de manière anonyme et sans influence l'information, et donc elle a un poids important pour une forme de financement de la démocratie et des valeurs démocratiques. Mais à côté de cela, nous n'avons pas, nous, publicitaires, le droit de nous immiscer dans ces équilibres. Nous devons veiller à ce qu'ils puissent se faire, et il nous importe, quand il y a des médias qui deviennent fragiles, de les alerter, de leur dire attention, il faut vous adapter si vous voulez pouvoir survivre. Et c'est notre devoir, c'est ce que nous faisons, et c'est comme ça d'ailleurs que des grands journaux, des grands médias ont pu s'adapter, parce que très tôt, ils ont été alertés. Si on reprend les articles que j'ai pu écrire au début des années 2000, tout ce que nous voyons aujourd'hui était déjà inscrit, parce que tout simplement, on pouvait le voir, et on pouvait le voir arriver. Alors maintenant, grâce à l'intelligence artificielle, grâce au numérique, et les moyens sont beaucoup moins importants que ceux dont nous avions besoin
à l'époque de l'imprimé, à l'époque où il y avait des processus de production extrêmement longs et difficiles. Et enfin, pour terminer, je voulais avoir votre regard sur l'actualité des agriculteurs, le pouvoir d'achat. Est-ce que vous trouvez que la communication des distributeurs sur la défense de ce pouvoir d'achat, elle est crédible? Le problème de l'économie en général, c'est qu'il y a des forces qui sont contraires et qu'il y a un antagonisme quasi naturel entre les différentes forces en présence. Le producteur, le distributeur, l'agriculteur, le consommateur. Le consommateur veut payer le moins cher. Le distributeur a le devoir de lui mettre le produit le moins cher. Et le producteur doit pouvoir vivre. Et pour vivre, le plus souvent, il faut qu'il investisse et il lui faut des revenus importants. Et parfois, quand il est en concurrence avec des produits qui viennent de pays à faible pouvoir d'achat ou à faible salaire, la concurrence est extrêmement violente et il peut en souffrir. Donc c'est la fin du mois, la fin du monde, c'est l'inflation, c'est les tensions entre les différents groupes. Et c'est la de manière générale, aussi. Oui. D'une manière générale, les gens sont plutôt honnêtes et ils essayent de défendre leurs intérêts. Et il n'y a pas, à quelques exceptions près, des gens qui veulent profiter par rapport à d'autres qui essayent de faire honnêtement leur travail. Je crois que dans l'ensemble, toutes les parties prenantes sont plutôt honnêtes. Mais il y a des tensions qui sont difficiles à surmonter. Et il faut qu'on fasse des efforts. Par exemple, nous, consommateurs, on doit se dire, si on veut que nos agriculteurs vivent bien, achetons français, achetons à proximité de chez nous. Faisons, et c'est mieux, c'est un peu plus cher. On fait un effort, mais le résultat est plutôt positif. Parce que dans ce cas, on aide nos agriculteurs, on aide la vie de proximité et on contribue à un meilleur environnement. Et si tout le monde faisait cela, les choses s'équilibreraient. Donc on a besoin de faire des efforts. Il faut bien savoir que la lutte contre l'inflation et la lutte contre le changement climatique sont antinomiques. Et ce qu'il faut, c'est savoir lequel on privilégie. Et moi, je ne suis pas contre un peu d'inflation si, au bout du bout, on rend la vie des agriculteurs meilleure, la vie des commerçants de proximité meilleure, la vie de la cité meilleure, et parce que, in fine, c'est la vie de chacun qui devient meilleure. Et donc, dans leur communication, ce que je retiens, c'est que pour vous, tous les acteurs sont honnêtes. Dans l'ensemble, oui, bien sûr. Vous trouverez toujours des gens malhonnêtes partout. Partout. Merci beaucoup, Merci Maurice Lévy, président du conseil du groupe Publicis et aujourd'hui président de ce premier sommet de l'engagement depuis l'OCDE à Paris. Très très bonne journée. Merci à vous. Hebdocom sur BFM Business.